BFM Business et la Tribune présentent le 18-19, Guillaume Paul. Voilà, 18h30, je vous disais, on va brainstormer un petit peu sur l'état du monde, aux tensions politiques, géopolitiques, commerciales, internationales, économiques, évidemment. C'est Anne-Laure Kiechel qui est avec nous. Bonsoir, Madame Kiechel. Merci beaucoup. Vous êtes présidente de Global Sovereign Advisory. Certains vous surnomment la papesse du Conseil souverain. Oula, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Vous conseillez depuis... Alors, votre cabinet est écrit en 2019, exactement, si je ne m'abuse, et vous conseillez encore aujourd'hui beaucoup d'entreprises publiques, privées, et aussi beaucoup d'États. Tout à fait. À travers le monde pour les aider à mener leur stratégie d'investissement, leur stratégie de désendettement. J'ai qu'on explique d'un mot ce que vous faites. Vous murmurez à l'oreille des pays pour gérer leur désendettement. Je ne vais pas vous demander quel pays, bien sûr, avec quel pays vous travaillez. Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire globalement au quotidien? Alors, on a la chance de pouvoir travailler pour un peu plus d'une quarantaine de pays dans le monde. Et ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir travailler pour des pays européens, pour des pays du Golfe, pour des pays africains, pour des pays d'Amérique latine. Donc, ça nous permet de voir des situations assez différentes. Donc, on peut travailler avec des États qui sont très riches et qui peuvent se dire où est-ce que je veux investir, et donc qui sont prêts à nouer des partenariats. On voit beaucoup de partenariats qui sont noués entre des pays africains et des pays du Golfe. Oui. Là, par exemple, le président de RDC est actuellement dans le Golfe en train de signer un accord de coopération avec Abu Dhabi. Donc voilà quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas vu auparavant, mais qui sont de nouvelles tendances. C'est pas du domaine de la puissance publique de chaque pays de décider quels vont être ses investissements majeurs? Si, tout à fait, mais c'est ça qui est très intéressant. Vous accompagnez les pouvoirs publics des pays en question. Donc voilà, on travaille en fait avec certains de ces pays, que ce soit d'ailleurs côté, par exemple, des pays du Golfe, ou côté de pays africains, on peut les aider à dire, OK, voilà, vous voulez vous développer dans tel ou tel secteur, voilà quels seraient les meilleurs partenaires, que ce soit des partenaires financiers ou que ce soit des partenaires industriels pour ce faire. Et donc, on peut aider à ces rapprochements, par exemple. Vous avez une grande carrière, vous êtes passé par Lehman Brothers au début, jusqu'en 2008, jusqu'à la chute de Lehman Brothers, vous êtes passé ensuite chez Rothschild, je vois aider des pays, alors il y a de ça très longtemps, comme la Côte d'Ivoire, l'Argentine, le Chili, l'Albanie, l'Ukraine, le Sénégal, la Grèce. Alexis Tsipras en 2016, voilà ce qui permet de se forger un peu plus à adversité. Aujourd'hui, est-ce que ces pays vous parlent de leur endettement? Je me souviens qu'il y a quelques mois, vous avez signé chez nos confrères de la Tribune une grande tribune précisément intitulée « Est-ce que la dette est véritablement le problème ?» Qu'est-ce qu'ils ont en tête, ces dirigeants que vous conseillez aujourd'hui, finalement? Beaucoup, en effet, ont un sujet autour de l'endettement. Oui. Que ce soit l'usage qu'ils font de l'endettement, ou que ce soit certaines des marges de manœuvre qu'ils ont. Dans beaucoup de pays, on a à peu près le même mécanisme. C'est-à-dire, au cours de ces dernières années, comme les taux étaient historiquement assez bas, beaucoup de ces pays ont pris beaucoup d'endettement. Et donc peuvent se trouver soit dans une situation où leur niveau d'endettement est assez élevé, et donc la charge des intérêts peut aussi être élevée. Il faut garder en tête que dans de très nombreux pays africains, par exemple maintenant, la charge d'intérêt est plus importante que les budgets de santé ou les budgets d'éducation. Donc c'est quand même quelque chose à garder quand on met tout ça en perspective. Et donc beaucoup des gens auxquels on parle nous disent, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour soit optimiser notre manière de se financer, soit essayer de réduire notre endettement. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par optimiser? Beaucoup de ces pays disent, comme on était à des périodes de notre développement qui nécessitaient que ce soit l'État qui s'endette, tous ont un peu la même problématique, qui est de dire comment on passe de l'endettement public vers l'endettement privé. Et donc, comment l'endettement privé prend le relais. Voilà. Et donc, mais pour que l'endettement privé prenne le relais, il faut plusieurs conditions. Il faut que le pays ait une politique économique crédible, il faut qu'il y ait de la visibilité, il faut tout ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose qui a l'air tout simple quand on le dit en une phrase, mais qui se construit de manière extrêmement forte. Et beaucoup des pays avec lesquels on discute nous donnent une thématique qui est une thématique à la fois ancienne mais quand même nouvelle dans son fonctionnement, qui est de dire on voudrait faire marcher nos marchés domestiques, c'est-à-dire les marchés dans les monnaies locales. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Et ça aussi, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout de suite. Il faut déjà qu'on ait assis sa crédibilité, sa signature pour que des investisseurs étrangers puissent venir sur ces marchés. Donc on travaille beaucoup sur ces problématiques d'élargissement du potentiel d'endettement. À certains égards, ce que vous avez décrit ressemble plus ou moins au cas de la France. Voilà, quand vous avez parlé effectivement d'endettement. La tribune que vous aviez signée il y a quelques mois, justement, parlait de l'endettement de la France, qui atteint aujourd'hui, qui a dépassé, semble-t-il, ou s'approche des 3500 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous travaillez avec la France. Qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous conseilleriez à la France aujourd'hui au vu de sa situation, au vu de son endettement? Est-ce que déjà la dette française, pour vous, est un problème aujourd'hui, véritablement? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le niveau de dette français est un niveau très important. Je crois que c'est consensuel de dire quelque chose de ce type-là. Par contre, la France continue à s'endetter de manière relativement facile sur les marchés. C'est vrai. Et donc ça, à la fois, il faut le reconnaître, le saluer,
et à la fois dire attention, parce que ça peut cacher le fait que la situation peut se retourner. Typiquement, pourquoi je dis ça ? Les agences de notation, alors qui ne sont pas l'alpha et l'oméga, mais qui quand même sont un indicateur que les gens regardent, ont quand même fait basculer, deux d'entre elles, S&P et Fitch, ont fait basculer la France dans la catégorie simple A. Moody's, on est encore l'équivalent de AA avec eux, à AA- avec eux, mais avec un risque, comme on a une perspective négative, de passer un cran au-dessous. Donc, bien qu'ils aient des ratios d'endettement beaucoup plus importants que certains pays du sud de l'Europe, au passage. Voilà, aujourd'hui. Oui, alors là-dessus, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu toute une époque dans laquelle on disait l'Europe du Nord, l'Europe du Sud. L'Europe du Nord, c'était très bien vu. L'Europe du Sud, c'était beaucoup moins bien vu. Il y avait même un économiste qui avait trouvé intelligent d'appeler ça PIGS. Bon, donc maintenant, quand on prend du recul, on ne sait pas si la France appartient au pays du Nord ou appartient au pays du Sud, alors qu'avant, ça aurait été une question qu'on ne posait même pas. Il faut voir que l'Italie ou l'Espagne ont des performances économiques tout à fait bonnes. Quand on regarde la croissance espagnole, elle est tout à fait forte. L'économie italienne a toujours été robuste, et parce qu'il y a une industrie italienne qui est particulièrement forte. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes et qu'il n'y a pas le Nord qui est très fort et très productif et le Sud qui a plus de problèmes. Enfin, c'est toujours très compliqué de balayer tout ça très rapidement. Mais force est de constater qu'alors que la France affiche des déficits de plus de 5%, c'est là aussi pareil, je schématise, l'Espagne et l'Italie sont régulièrement aux alentours de 3%, 3,5%, etc. 3%, donc, alors tout ça est le résultat aussi de beaucoup de choses. L'Espagne a traversé une crise financière, même si elle était peut-être un peu plus cachée ou moins visible ou moins discutée que celle de la Grèce. Elle était tout à fait réelle. Ils ont eu vraiment beaucoup de mesures d'austérité. Donc, ils sortent de cette période-là, et depuis que le Premier ministre Sanchez est au pouvoir, il a pu renouer avec une politique plus de croissance, plus de développement. Il fait régulièrement des hausses de SMIC, il fait régulièrement des mesures sociales qui sont en fait un ajustement de certaines mesures qui ont été prises. Ils ont assaini très fortement leur système bancaire qui avait beaucoup souffert. Donc, quelque part, ils sortent de la crise de 2008 avec une économie qui est beaucoup plus solide et des paris qu'ils ont fait. Par exemple, les paris sur les énergies renouvelables qui leur a permis d'avoir des coûts... Sur la France, on entend beaucoup d'acteurs qui nous disent, alors à voix haute ou à voix basse, je ne suis pas inquiet sur l'endettement de la France, je ne suis pas inquiet sur une éventuelle envolée des taux d'intérêt pour deux raisons. Un, parce que pour eux, la situation géopolitique internationale reste tellement instable que pour l'instant, les marchés ne sont pas focalisés sur le cas de la France. Deux, il y a ceux qui vous disent, la France, c'est 6-7 000 milliards d'euros d'épargne privée. Donc on sait très bien que si un jour la France n'arrivait pas à honorer ses échéances, on pourrait toujours aller piocher. Est-ce que ce sont des arguments valables, ça, pour vous ? Est-ce que ça nous prémunit absolument de tout ? Tout ce que vous venez de dire est correct. Je rajouterais même le fait que la France a fait la démonstration de sa capacité à collecter l'impôt, un impôt qui est extrêmement important par tous les standards. Donc, quand quelqu'un vous dit « Comment je sens la qualité de crédit de la France ?», la personne répond « La capacité à lever l'impôt ». Et en effet l'épargne. C'est les deux choses qui vont en effet rassurer sur le fait d'avoir la capacité à rembourser sa dette. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, on se rend bien compte que l'épargne est la dernière des choses que l'on peut éventuellement toucher, avec toutes les problématiques que ça peut causer si jamais Parce que les marchés se reposent pas un peu là-dessus malgré tout. Alors voilà, il n'y a aucune considération politique dans leur façon de voir les choses. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe sur la dette française ? La plupart de la dette française est achetée de manière mécanique, puisqu'elle fait partie d'indices. Et donc, si vous voulez vous exposer à la zone euro, automatiquement, mécaniquement, vous achetez de la France. Donc, ces mécanismes d'achat masquent, d'une certaine manière, des nuances beaucoup plus fortes au sein de la zone euro, où si on regardait chacun des pays, et s'il y avait vraiment de l'analyse crédit qui était faite pays par pays, probablement, ça ne se ferait pas 100% en faveur de la France. Est-ce que des investisseurs sont inquiets vis-à-vis de la France, inquiets au point d'avoir une inquiétude vraiment fondamentale sur la capacité de remboursement ? La réponse est non. Mais est-ce qu'il faut regarder le problème de cette manière-là ? Moi, j'ai envie de vous dire que si on en était à ce niveau-là, ça serait quand même extrêmement préoccupant. Donc je pense qu'il faut se dire que c'est une situation dans laquelle on ne veut jamais être, qu'il faut de facto intellectuellement ne pas forcément l'envisager, mais qu'il faut par contre se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant pour retrouver des marges de manœuvre, surtout en termes de croissance. Parce que si on regarde les grandes métriques de l'économie française, on a un sujet de déficit. Et c'est évident que 5%, voire pire, de déficit, ce n'est pas une situation tenable. Tout comme il n'est pas très acceptable d'avoir une croissance de l'ordre de 1%. Ne nous battons pas si c'est 0,9. Comment on a tendance à s'en satisfaire aujourd'hui du pourcent de croissance en France ? Oui, mais sauf que ce n'est pas un environnement de croissance suffisamment fort pour se permettre à la fois tant le train de vie de l'État
que de faire des investissements qui sont des investissements éminemment nécessaires, que ce soit dans de nouvelles technologies. Sur l'IA, moi, ça m'a beaucoup frappé. Et dans ce budget, alors peut-être que je n'ai pas tout écouté, mais j'ai rarement écouté qu'on parlait d'intelligence artificielle. Ça n'a pas été spécialement l'ambiance des derniers mois. Mais or, si on regarde par exemple les drivers de croissance aux États-Unis, c'est essentiellement autour de l'intelligence artificielle que ça s'est fait. Justement. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de rater le coche ? Moi, c'est plus ça qui m'inquiète plutôt que de savoir si on va être capable de rembourser la dette de demain. Justement, parlons un peu des États-Unis, qui concentrent pas mal de risques d'interrogation. Bon, il y a déjà effectivement la question de la dette américaine, avec un Trump qui affirme ici ou là, je ne sais pas si vous avez vu les derniers chiffres qu'il a sortis, qu'il fait rentrer par centaines, voire milliers de milliards les dollars du fait des tarifs douaniers qu'il a imposés l'an dernier, mais qui va devoir dans le même temps rouvrir le porte-monnaie d'ici les prochains mois à l'occasion des midterms. Comment est-ce que vous voyez la soutenabilité de la dette américaine ? Est-ce que là où il y a un sujet pour vous ? Alors bon, quant aux annonces de milliards ou trilliards, souvent on a des annonces où il y a des pays qui investissent plus que leur PIB aux États-Unis. Donc je crois qu'il faut être prudent par rapport aux chiffres qui sont donnés, qui sont des chiffres gonflés ou dans lesquels on compte plusieurs choses. Mais une fois qu'on a dit ça, la dette américaine, clairement, est moins une valeur refuge qu'elle l'était auparavant. On voit ça parce qu'il y a une augmentation des achats d'or de la part de banques centrales. Donc ça, c'est une manière de dire le dollar joue moins son rôle de valeur refuge et l'or, qui d'ailleurs quelque part a toujours été un peu la matrice de la manière dont le système monétaire a été construit, on revient un peu vers ces fondamentaux-là. Donc ça, c'est une tendance de fond et je ne vois pas forcément que ça s'arrête. La dette américaine est évidemment une dette un pays qui est extrêmement endetté et donc une dette qui est théoriquement en risque. Mais ils ont la capacité la plus grande qui est de battre monnaie. Et donc que le dollar reste la monnaie, même si on peut parler de dédollarisation, mais ce sont des choses qui sont plus marginales qui mettront du temps si jamais elles devaient se continuer. Mais la plupart des transactions se font encore en dollars. Et donc le fait des dollars et la maîtrise des systèmes de paiement, parce que ça on n'en parle pas non plus assez, mais quasiment tout doit entre guillemets passer par eux ou par des systèmes plus ou moins dollarisés. Le sujet commence à arriver en Europe, évidemment. Dans le cas de rétorsion sur les systèmes Visa, Mastercard, ça commence à devenir un sujet. Exactement. Mais ce sujet-là est un vrai sujet. Donc quelque part, le dollar est présent, j'ai envie de dire, dans tous les échanges internationaux, d'une manière ou d'une autre, on se frotte à un moment au dollar. Bon. Donc ça donne évidemment une puissance extrêmement forte, tant aux Américains et qui ont des mesures de rétorsion possibles. On voit bien, ils font ça sur les tarifs parce qu'ils peuvent, pas pour autre chose. Et on voit aussi que malgré tout, la dette américaine devient moins crédible, en tout cas plus volatile. C'est peut-être la bonne manière de le dire. Et ça se retranscrit justement vers des achats d'or. Est-ce que la décision de la Cour suprême américaine sur les droits de douane additionnels qu'avait annoncé Trump, on s'en souvient, avec son grand tableau le 2 avril 2025, est-ce que pour vous ça peut être un game changer ? Cette décision peut tomber à n'importe quel moment, là, dans 5 minutes. Voilà. Est-ce que pour vous, si la Cour suprême valide les droits additionnels de Trump, on rentre dans un autre monde, là, véritablement ? Pour être très honnête, je ne sais pas parce que d'ores et déjà, les tarifs qui étaient affichés dans le grand tableau que vous mentionnez, il y a eu énormément d'exceptions qui ont été faites. Soit certains pays n'ont jamais été affectés par les tarifs du tableau, soit il y a eu tellement d'exceptions qui ont été faites sur certaines filières, et pas des moindres, qu'on ne peut pas vraiment comparer. Enfin, le tableau n'est pas la vraie référence. Donc à partir du moment où le tableau n'est pas la vraie référence, les surtaxes ne sont pas non plus réellement les vraies références. Il faudrait regarder ça de manière très fine. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des sujets sur des secteurs très particuliers, en particulier le secteur pharmaceutique, où là on voit bien qu'il y a quelque chose où ça n'est pas très équilibré et où l'Irlande sert de passage pour des avantages fiscaux dont la plupart des compagnies bénéficient. Donc s'il s'agit de s'attaquer à ça, il y aura des répercussions spécifiques sur les industries et sur certains coûts des médicaments, etc. Ça, c'est clair. Est-ce que, et alors, par exemple pour la France, si jamais il y avait vraiment des tarifs qui étaient vraiment mis en œuvre sur certaines des sujets alimentaires dont on parle, et des spiritueux, bon, évidemment, ça aurait des répercussions très spécifiques. Maintenant, est-ce que c'est de nature à chambouler tout ? Non, je ne crois pas, parce qu'il y aura toujours plus ou moins une approche pragmatique. Ce qu'il a décidé un jour, il peut le défaire le lendemain. Et donc, c'est pour ça que
évidemment, ça serait quelque chose d'intéressant en termes de répartition du pouvoir. Ça voudrait dire que le président des États-Unis soit est plus contraint, soit est moins contraint. Mais comme il peut toujours inventer quelque chose, je pense que c'est l'incertitude qui prédomine. D'ailleurs, franchement, j'ai beaucoup de questions encore sur les États-Unis et questions autour de l'indépendance peut-être demain de la Réserve fédérale américaine avec un nouveau patron qui va arriver, Kevin Warsh. Il y a le fait, vous parliez de l'IA tout à l'heure, la moitié, je pense au contrôle, mais la moitié de la croissance américaine en 2025 est alimentée par les investissements dans l'IA. Est-ce que l'Amérique vous fait peur aujourd'hui? Est-ce que c'est ça le grand sujet à regarder de près? Peut-être que vous allez me dire en 3 minutes, il y a un autre sujet à côté duquel on passe totalement, mais est-ce que l'Amérique... Je crois qu'on est face à une Amérique qui est différente de celle qu'on imaginait être, mais peut-être qu'elle n'est pas si différente que ce qu'elle a été. Elle a toujours eu une politique de domination, elle a toujours eu une politique dans laquelle elle faisait jouer ses intérêts d'abord. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on devrait découvrir. C'est pas quelque chose de nouveau. Et elle fait des régulations, pas de régulation, en fonction de ses intérêts. Là, par exemple, vous parliez du nouveau gouverneur de la Fed, clairement, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément pour la régulation. Donc là, il n'est pas pour la régulation parce qu'il pense que ce n'est pas bon pour l'économie américaine. Donc, ils prennent des décisions en fonction de ce qui est bon pour eux. Ça a toujours été comme ça. Leur politique étrangère est également comme ça. Donc, quelque part, j'ai juste envie de dire qu'ils sont les États-Unis qui exercent leur pleine puissance. Donc, est-ce qu'il faut ne pas aimer l'incertitude ? Probablement, les marchés n'aiment pas ça. Est-ce qu'il faut ne pas être naïf? C'est surtout ça. Donc, c'est surtout ne pas découvrir que quelqu'un est ce qu'il a toujours été et avoir ses propres briques de souveraineté de telle sorte à ce qu'on ne soit pas menacé ou en réaction immédiate. Donc, il semble assez évident que si on se dit qu'on fonctionne dans un monde ouvert, il y a quand même eu tout un moment où les mots de souveraineté, qui maintenant redeviennent un peu à la mode, c'était quasiment des gros mots. C'était quasiment comme si on ne comprenait pas ce qu'était le commerce international, le libre-échange, etc. Bon. Or, il y a des filières dans lesquelles il faut absolument se protéger et garder une souveraineté nationale quand on le peut. Et on voit bien que certes, les pays qui le peuvent ont plus d'avantages que les pays qui ne le peuvent pas. Bon. Donc, quelque part, l'absence de naïveté est quand même la recommandation la plus forte par rapport à tous les pays. Puisque vous parlez d'absence de naïveté, est-ce que les dirigeants de pays, alors dans des situations absolument différentes selon les pays, pour vous, ont intégré justement la superposition des risques auxquels nous sommes confrontés depuis le Covid, les risques conjoncturels qu'on vient d'évoquer depuis un quart d'heure, plus on peut ajouter les risques environnementaux, climatiques, cyber. Est-ce que le personnel politique en 2026 est rompu à cet exercice? Voilà. Ou est-ce que vous dites, le personnel politique aujourd'hui n'a pas en tête forcément toutes ses préoccupations, n'est plus forcément à l'écoute, il n'y a plus la même qualité du service politique aujourd'hui. Mais ça dépend de quel pays on parle. Parce que vous avez des pays qui sont systématiquement en réaction. Alors après, c'est très difficile de prévoir le Covid, mais qui sont systématiquement en réaction par rapport à des choses qu'on découvre. Est-ce que le personnel politique de 2026 a la même... je ne pourrais pas le même valeur qu'il y a une quinzaine d'années pour vous, finalement. Mais très honnêtement, ça dépend vraiment de quel pays. Parce qu'il y a des pays qui se sont fait peur, ou ont remarqué, et ont pris conscience, en particulier des chaînes d'approvisionnement, et en particulier l'ont vu lors du Covid, et qui ont vraiment réagi et mis en place des axes de souveraineté. La Chine, quelque part, elle met en place, on aime ou on n'aime pas, mais elle met en place une politique extrêmement cohérente, extrêmement massive depuis des années, avec des résultats qui sont ce qu'ils sont. Voulant dire, avec énormément d'exportations. Alors, on sait que c'est un problème qui n'est pas assez de consommation intérieure, mais enfin, ils délivrent leur plan et ils le font en se pensant à la fois la Chine dans le monde, mais aussi la Chine seule, donc avec des capacités autosuffisantes. Donc là, je ne dirais pas qu'il y a une naïveté. Au contraire, il y a une très grande lucidité et surtout une très grande continuité, ce qui peut de temps en temps manquer. L'Inde a réagi très très fortement pour être très fort sur des sujets technologiques en particulier, et là-dessus, ils ont une longueur d'avance. Ce qui ne veut pas dire que tout est parfait en Inde, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont toutes les infrastructures nécessaires. Tout ça reste encore un sujet et un vrai défi pour eux. Il y a dans certains pays peut-être plus de pensée un peu comme dans l'ancien monde, où il y a peut-être une capacité de s'adapter qui est un peu moins forte que dans d'autres pays. Peut-être que dans des pays dans lesquels les institutions sont plus neuves, plus récentes, alors on peut avoir la manie de changer tout le temps. Alors ça, c'est pas non plus bon de changer d'avis tout le temps, mais au moins on peut s'adapter peut-être plus rapidement. Dans des structures qui sont plus construites, le changement est quelque chose qui met plus de temps, et c'est peut-être ça ce qui peut manquer dans certains pays. Vous avez remarqué comme nous que depuis quelques mois, on reparle beaucoup plus, on remet beaucoup plus sur le tapis des projets d'accords commerciaux. L'Inde et l'Europe finalement qui ont commencé, je crois qu'on a commencé à discuter en 2007. On a interrompu en 2013.
Et puis on a recommencé à discuter en 2022 et les choses se sont véritablement accélérées. Voilà. Est-ce que vous dites, voilà, là aussi on prend un petit peu le train en marche finalement, il y a peut-être eu un petit peu d'impréparation, de naïveté justement pour reprendre votre expression, qui fait qu'aujourd'hui, bien, dans la précipitation, face aux incertitudes dues à ce qui se passe aux États-Unis, en Chine notamment, on réaccélère. On réagit parce qu'on voit que les États-Unis, que l'on pensait... On a vécu un peu dans la naïveté peut-être quand même. On a vécu dans un monde dans lequel on pensait que les États-Unis étaient nos alliés coûte que coûte, sans penser à leurs propres intérêts, ce qui est quand même assez naïf de notre part, et on se réveille en réalisant qu'il faut peut-être penser à nous en premier et commencer à nouer des accords commerciaux avec les uns et les autres, et les uns et les autres font aussi partie d'économies qui sont peut-être des économies qui étaient moins visibles auparavant, mais qui deviennent des économies très visibles. Là, on parle de l'Inde, on parle de la Chine, on parle d'économies qui sont parmi les 5 premières économies mondiales en termes de taille. Donc c'est aussi quelque chose qui a changé, où les choses sont allées très vite, peut-être plus vite que ce qu'on pouvait anticiper, et où évidemment que c'est des partenaires à avoir, et des partenaires qui peuvent être soit alternatifs, soit complémentaires. Une autre chose dont on parle, mais sans en plus en mesurer pleinement, je crois, la mesure, c'est la démographie en Afrique. On sait tous l'importance du continent africain en termes de démographie. Bon, on en parle beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait pour ? Est-ce que là, il n'y aurait pas des choses aussi plus intelligentes à faire en termes de relations ? Alors là, il y a tout l'héritage colonial qui fait que les relations sont compliquées parce qu'on les aborde aussi un peu d'un point de vue prédateur. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et eux abordent aussi avec une méfiance plus forte. Et c'est normal au vu de l'histoire. Mais voilà un continent qui a une démographie extrêmement forte. Voilà un continent qui est passé très rapidement avec des technologies très fortes. Tout le monde a un téléphone. Donc, les activités bancaires se font en ligne de manière beaucoup plus forte et massive qu'en France, par exemple. Donc, trouver une nouvelle forme de partenariat aussi avec des pays qui ont des ressources minières, pour la plupart des pays, extrêmement fortes et donc qui sont en fait très riches d'un point de vue de sous-sol. Voilà quelque chose... C'est déjà préempté par les Chinois en partie ou par les Russes. Alors oui, il y a beaucoup d'accords qu'ils ont fait avec les Chinois, mais pas que. Les Indiens sont aussi très présents, les Turcs sont aussi très présents, les pays du Golfe ont aussi noué des accords. Enfin, beaucoup ont été très agiles au cours de ces dernières années. Alors vous voyez, ça fait 20 minutes qu'on discute, on a parlé des États-Unis, de la Chine, de l'Inde, des pays du Golfe, de l'Afrique. Il nous reste 5 minutes pour parler de l'Europe au milieu de tout ça. Voilà. Comment est-ce que vous regardez l'Europe, cette Europe aujourd'hui dépassée par ces clivages commerciaux, comment est-ce que quel avenir voyait l'Europe ? C'est compliqué d'avoir que 5 minutes. Répondre. Non, en fait, ce que je vois, c'est en fait un continent qui, de temps en temps, oublie ses forces et ne sait pas être assez agile. Oublie ses forces parce que quand on regarde réellement l'espace économique qu'on représente au sein du monde, c'est un espace économique extrêmement important. Quand on regarde aussi les industries européennes, parce qu'une industrie ne se construit pas du jour au lendemain, on a énormément de capacités de technologie. Mais là aussi, c'est le fonctionnement de l'Europe. Comment faire que ce soit vraiment l'Europe ? Et parce qu'on aime toujours à citer Airbus, mais mis à part Airbus, qui est vraiment un autre exemple européen qui soit aussi réussi que ça. Et Airbus n'a pas toujours été une réussite. Exactement. Donc là-dessus, c'est vraiment un sujet de gouvernance qu'il s'agirait de revoir pour être beaucoup plus agile. Alors une fois qu'on a dit ça, les plans sur la défense, par exemple, sont de bons plans. C'est quand même aussi assez incroyable qu'on parle d'endettement en commun et qu'on soit toujours... Alors je sais bien pourquoi on n'a pas réussi à le faire. C'était les Allemands qui freinaient jusque-là, eux-mêmes étant un peu maintenant dans une plus grande difficulté, vont probablement finir par trouver ça formidable. Mais là aussi, quelque part, on a un système économique qui est un peu bancal parce qu'on a des choses en commun, une monnaie. On n'a pas de budget réellement en commun, on n'a pas d'investissement en commun. Ça ne repose sur aucun projet politique. Et on a cru que les convergences économiques allaient pallier à l'absence de projet politique il y a déjà 25 ans. Alors que si on regarde maintenant, est-ce qu'on converge ? Non, on diverge en fait. C'est justement ça le sujet. Si on regarde les courbes économiques, alors après vous pouvez prendre ce que vous voulez. Si vous regardez la croissance, on diverge. Si vous regardez ce que d'autres pays ont des croissances par exemple beaucoup plus fortes que celle de la France. Si vous regardez les trajectoires de dette, on diverge. On parlait tout à l'heure du déficit, on diverge. Donc en fait, cette convergence soi-disant économique n'est pas vraiment là. Et justement, il faudrait repenser les choses un peu à l'endroit, soit avec plus d'intégration, soit avec quelque part un peu moins d'intégration, enfin garder une matrice commune sur certains sujets, mais après avoir moins d'intégration et l'assumer pleinement. En tous les cas, cet entre-deux n'est pas bon. Et on a pu voir au cours des dernières années que ça ne produisait pas les résultats escomptés. Ça nous protège quand il y a certaines crises. Mais bon, c'est très défensif et c'est beaucoup moins offensif, ce qui est probablement ce qu'il faudrait être. C'est le problème des temps politiques nationaux qui ne sont pas coordonnés. C'est l'éternel problème, de toute façon. Ça aussi, et une vision dans un projet, enfin vous le disiez, politique ou économique commun qui se déroule avec le bénéfice du temps.
on n'arrive pas à faire grand-chose au bout de 3 ans, au bout de 5 ans. Et surtout si on a quelqu'un après juste derrière qui fait exactement l'inverse. Bon. Donc c'est le sujet d'avoir une matrice commune dans un temps suffisamment long pour dérouler ces choses-là de manière extrêmement cohérente et après garder ce qui doit être ajusté probablement beaucoup plus au niveau national. Donc j'ai envie de dire, quand on parle de normes ou quand on parle... Il y a probablement beaucoup trop d'Europe dans ces normes qui sont pas du tout adaptées. Par contre, une politique d'endettement commun sur certaines thématiques devrait être quelque chose où personne ne devrait se poser la question et ça protégerait tout le monde. Donc je pense qu'il y a des choses à revoir pour soit quelque chose de plus subtil ou plus différencié, soit quelque chose de beaucoup plus tectonique, plus grande intégration ou quelque chose de plus radical en termes de fonctionnement. Est-ce que vous sentez que l'élection présidentielle en France, c'est dans un peu plus d'1 an, risque peut-être là aussi un véritable game changer? C'est désormais le grand momentum suivi et regardé de près par tous en Europe finalement. Alors c'est regardé et il est vrai que les investisseurs ou d'autres pays peuvent beaucoup en parler, mais ce qui me frappe beaucoup, moi, c'est que beaucoup me disent « mais qu'est-ce que ça va vraiment changer ?» Et ça, le fait qu'on pose cette question-là est un problème en soi. Parce que ça voudrait dire que finalement, qu'est-ce que la France peut vraiment changer au sein de l'Europe? C'est ce que j'entends en tous les cas quand on me dit ça. Et c'est ça qui me pose beaucoup plus de problème. Donc je pense que la question devrait être autour de qu'est-ce que la France peut vraiment faire, pour elle-même bien sûr, et en Europe de telle sorte à avoir une place pleine. Il a beaucoup été commenté, enfin l'accord du Mercosur a beaucoup été commenté sur l'importance politique de la France. Pourquoi est-ce que... Et donc ça, de l'extérieur, de l'étranger, ce que les investisseurs ou certains pays me disent, c'est bon, ok, très important cette élection, mais qu'est-ce que ça va vraiment changer? Et je trouve qu'on devrait s'interroger sur le fait que ce soit la question qui pose plutôt que finalement qui et quel programme. Qui et quel programme? Donc l'Europe pour vous, encore une carte à jouer au plan international. Bien sûr, sinon on est un éternel pessimiste. Ce qu'il faut, la dernière fois qu'on s'est réjoui, c'est quand on a fait de l'emprunt commun au moment du Covid, mais depuis pas vraiment d'avancée. Non, il n'y a pas vraiment d'avancée. Le plan de défense est un plan assez intéressant, mais il faudrait des choses beaucoup plus structurées, beaucoup plus construites. Est-ce que ces accords commerciaux vont me permettre de remotiver? Je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de lourdeur dans le fonctionnement et qu'il faudrait probablement essayer de trouver une gouvernance qui... Ça ne dépend pas d'un ou de plusieurs hommes ou femmes providentielles pour vous, c'est au-delà de ça. Non, ça n'a jamais été comme ça, et d'autant plus quand on est aussi nombreux autour de la table. Merci beaucoup Anne-Laure Kéchel, merci de passer nous voir ce soir sur BFM Business. Merci un petit peu pour ce tour du monde. Anne-Laure Kéchel, donc présidente de Global Sovereign Advisory. Merci beaucoup d'être passé ce soir sur BFM Business. 18h56, c'est terminé pour ce soir pour le 18-19 sur BFM Business. Dans un instant, Stéphanie Colo, bien sûr, pour le 19h Écho jusqu'à 19h30. Et nous, on se retrouve bien sûr demain, 18h en direct. Très bonne soirée, à demain. Merci à vous. Le 18-19 sur BFM Business.